Le regard que Xavier Guilloux porte sur le monde est donc un regard attendu, sachez-le. Il est attendu par le monde entier, à la fois par les sociétés internationales, mais également par les chancelleries, par les ministères, également, sachez-le, par la CIA et par les renseignements, par les agents secrets, je vais le dire tout simplement, mais du monde entier. Vraiment, on attend ces notes d'analyse sur le monde. Son cabinet travaille effectivement pour de grands groupes français sur le risque management, mais aussi sur la géostratégie, l'intelligence stratégique. Il est spécialiste et a une solide expérience en diplomatie, commerce extérieur, pilotage des grandes ruptures. Il a donc dressé des grilles de lecture. C'est avec ces grilles de lecture qu'il vient aujourd'hui pour nous les partager et répondre à une question. Que devez-vous, que doit surveiller un entrepreneur dans le monde? Quels sont les signaux qu'il doit observer qui peuvent impacter à terme son entreprise? Je vous demande d'accueillir Xavier Guilloux. Bien, vous voyez, ils m'ont équipé exactement comme si j'étais dans les forces spéciales avec un béret vert prêt à partir au Mali. Nous allons essayer de passer ensemble cette matinée et je vais essayer c'est une gageure en 45 minutes, de vous faire partager mon regard du monde. Alors c'est une gageure parce qu'avec les Français qui sont très pessimistes, ils ne retiennent que la bouteille à moitié pleine de la situation internationale. Si je suis à Singapour ou si je suis en Inde ou aux États-Unis, on ne regarde que la bouteille, enfin la partie de la bouteille, je dirais, à moitié pleine. Ici, on regarde plutôt la bouteille à moitié vide. Donc, on va essayer de faire un travail, je dirais, de lucidité, de clairvoyance. Je voudrais introduire mon propos d'abord avec cette problématique de la saturation médiatique dans laquelle vous êtes aujourd'hui et qui fausse un petit peu le regard sur la situation internationale. Si je prends simplement ces trois cartes que vous avez ici, vous avez actuellement une alerte nucléaire sur la Corée du Nord, si vous avez regardé l'actualité ce matin. Ici, les talibans ont pris Karachi. Là, vous avez un état de tension où on a l'impression que le détroit d'Ormuz va être constamment fermé. Et ici, si vous écoutez la radio française ou la télévision française, la 4e guerre mondiale est déjà déclenchée avec AQMI. Et quand on regarde la situation sur l'ensemble de la Méditerranée, notamment avec Chypre, la Grèce, au regard des alertes, je dirais, bancaires et financières, il est préférable de rester sous sa couette et de ne pas sortir de son lit, la situation étant totalement désespérée. Alors, je vous rassure, la situation qui prévaut sur l'ensemble de la zone ici, entre les manœuvres chinoises au large du Japon ou au contact de Taïwan, l'affaire coréenne, ce qui se passe sur l'ensemble de la zone africaine ici, comme ce qui se passe sur cette Méditerranée ou sur cette Europe, sont des choses qui sont normales. Ce ne sont pas des choses qui sont graves. Les mêmes événements se produisaient au XVe siècle, à l'époque de Christophe Colomb. Je vous rappelle qu'à l'époque, ici, nous avions engagé la bataille de Lépante. Nous étions face à la Divine Porte, face à l'Empire ottoman. Charles Quint était lui-même confronté à la problématique de, je dirais pas l'Union européenne, mais la fédération des États, de tous ces États qui commençaient à émerger. Et quant à l'affaire chypriote ou à l'affaire grecque, cette Méditerranée orientale a toujours été un point de tension considérable. Le problème, c'est d'arriver à évaluer correctement, je dirais, la gravité des événements et l'intensité des événements dans lesquels nous sommes. Je vous ai fait ce petit schéma pour non pas relativiser les choses, que vous allez croire que vous allez penser que je suis cynique, mais pour simplement vous donner une grille d'évaluation, si vous voulez, de l'importance des événements que nous traversons. Quand on a commencé à rentrer dans la guerre Iran-Irak, parce que votre logique d'évaluation, c'est plutôt en milliards de dollars. Pour les 3/4 du monde, c'est plutôt en vie humaine. Donc il faut bien regarder aussi comment sont calés nos focus. Bon, quand on a commencé à aller sur l'affaire du Moyen-Orient, tout le monde disait que c'était la fin du monde, avec un coût de 150 à 200 milliards de dollars, on n'en sortirait pas. Les subprimes nous ont mis le niveau à 1500. Aujourd'hui, quand vous écoutez les grands chroniqueurs de la vie économique, nous sommes à peu près à 3 fois le PIB mondial en dérivés, en hedge funds, en produits pourris et toxiques qui devraient affecter nos économies. Donc, je veux dire, avec 3 fois le PIB mondial, on ne sort plus
de son lit. Là, on met la couette et on attend que ça passe. Mais quand vous regardez sur le plan, je dirais, des grands événements que nous avons, on se fait très peur avec la grippe aviaire, chez nous. Mais quand vous regardez, on communique beaucoup sur la Syrie, l'Irak, et avec des chiffres qui sont a priori insupportables. On oublie de voir que la Yougoslavie a été beaucoup plus meurtrière que la guerre d'Irak, que le tsunami en Asie du Sud-Est a fait 3 fois en quelques minutes les dégâts de la guerre d'Irak, que la guerre d'Algérie, la guerre civile en Algérie, qui a duré pendant 10 ans à raison de 50 000 morts à l'arme blanche par an, a fait l'équivalent du Rwanda pendant 10 ans à nos portes, le Soudan 2 millions, etc. etc. Et la grippe annuelle fait 3 millions de morts. Donc je ne veux pas relativiser, mais le problème du focus et du regard, du calage des radars est extrêmement important pour arriver à discriminer, si vous voulez, l'information telle qu'elle vous est véhiculée par les médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes accros à la technologie et à la modernité, mais quand vous êtes dans le reste du monde, on est plutôt à la recherche d'eau et de pain, et on n'est pas du tout sur les mêmes priorités. Si je vous dis ça, parce que la crise que nous traversons aujourd'hui, les événements que nous traversons, concernent un petit milliard sur les 6 milliards de la population mondiale. Et donc, il ne faut pas regarder, si vous voulez, la situation internationale uniquement avec nos préoccupations et nos focus, si on veut avoir une vision un peu large. Alors, deuxième chose que je voudrais vous évoquer, c'est, pour rentrer dans le sujet, quand j'écoute les experts sur la gestion des crises, etc., on a l'impression que l'apocalypse est pour ce soir, quoi. Donc, on commence avec des crises le matin, à midi, on est dans une situation de chaos, et le soir, c'est l'apocalypse. On n'a jamais autant maîtrisé les risques collectifs et les risques mondiaux qu'aujourd'hui. Alors que quand vous regardez le niveau de contrainte et le niveau, si vous voulez, de pression, de tension que nous avons au niveau de notre vie collective, théoriquement, on devrait toujours être à ce niveau-là. On devrait être au niveau quasiment en permanence de la destruction massive, réciproque et collective. Or, ce niveau-là que nous avions atteint au XXe siècle, nous l'avons remonté sur la fin du XXe siècle avec, je dirais, ce que j'appelle des crises de haute intensité. Aujourd'hui, le niveau assurantiel de nos sociétés, c'est la ligne rouge, je veux dire. Et nous ne connaissons depuis à peu près 50 ans que des grandes crises sociétales, des crises systémiques ou des crises, je dirais, spéculatives que nous pouvons traiter de manière relativement fermée. Aujourd'hui, nous sommes dans un niveau qui est simplement le niveau 2. Nous sommes passés d'un niveau 1 à un niveau 2. Nous ne connaissons plus le niveau 3 depuis à peu près, grosso modo, 20 ans. Les dernières grandes crises sociétales que nous avons connues en Europe, certes, il y a l'ex-Yougoslavie, mais il y a eu Prague, il y a eu Budapest, il y a eu la crise polonaise, mais qui est restée à un niveau, je dirais, 2+, pas 3 moins ou 3+. Donc arrêtons de nous raconter des histoires sur la 4e guerre mondiale ou la 5e guerre mondiale est en cours et rien ne va plus. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous clarifier les choses en 3 temps et vous livrer mes convictions à la fin. Alors c'est une gageure parce qu'en 40 minutes, 45 minutes, vous faire un balayage de la situation mondiale de façon pédagogique, de façon à ce que vous repartiez avec quelques idées simples et en même temps vous donner l'envie d'aller de plus en plus sur ces analyses-là, c'est pas simple. Donc et comme je suis marin, je vais beaucoup utiliser, si vous voulez, non pas les images de Christophe Colomb, mais les images de navigateurs ou de skippers. Alors la première chose, c'est que nous avons des invariants de fond qu'il faut que vous ayez en tête. La première, c'est que le centre du monde, qui a été pendant quasiment 3-4 siècles centré sur l'Atlantique Nord, est en train de se déplacer sur le Pacifique Nord. Ça ne veut pas dire que l'Atlantique Nord n'est plus dans le paysage. Il y a aujourd'hui un nouveau centre géostratégique dans le monde qui est en train de se développer et qui se situe sur le Pacifique Nord, peut-être demain sur l'océan Indien, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a 2 routes qui sont en train de s'ouvrir et qui sont stratégiques et qui sont à suivre. La première, qui est quasiment instantanée, c'est le doublement du canal de Panama, qui va modifier énormément les flux commerciaux internationaux. Et puis la deuxième, qui nous évitera peut-être de passer par le détroit, enfin par le sud. Et puis la deuxième, c'est la problématique des routes nord, qui aujourd'hui est un postulat sur lequel tout le monde travaille, mais qui va redonner, si vous voulez, qui va donner à cet espace-là une dimension extrêmement stratégique sur le plan international. La deuxième chose, c'est que toutes les grandes lignes, ce que j'appelle les grandes lignes de confrontation, enfin ces grandes plaques tectoniques que l'on connaît bien dans le monde militaire, le monde diplomatique ou le monde humanitaire, là, ces grandes zones de confrontation qui sont entre les grandes civilisations n'ont pas bougé depuis 40-50 ans. Ce qui a bougé, c'est la nature des crises
que nous avons à traiter. Ce ne sont plus des crises de type État-nation classique, comme on a eu à gérer, notamment avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce sont des crises pour la plupart identitaires, où le tribal, le clanique, le religieux, tout ce qui peut, tout le culturel remonte à la surface et sont à traiter. On a ici un épicentre qui est sur la zone proche et Moyen-Orient, qui est extrêmement délicat, sensible, pour de multiples raisons, non seulement parce qu'il y a l'énergie, mais aussi parce qu'on a tous les ingrédients civilisationnels qui sont réunis sur cette concentration des grandes plaques civilisationnelles. Et puis la dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est que nous avons des grandes zones émergentes sur lesquelles se concentre aujourd'hui 70 à 80% de la création de richesse dans le monde, dont 40% sur la Chine, ce qui représente un risque majeur sur le plan systémique pour le reste du monde, parce que cette concentration de richesse sur la Chine n'est simplement qu'une, je dirais pas une délocalisation, mais est extrêmement liée, si vous voulez, au modèle de société que nous avons développé au cours des dernières années. Le dernier constat que je voudrais faire avant d'attaquer sur la situation de cet état des lieux, c'est que nous sommes dans un monde qui est en saturation multimédiatique instantanée. La moindre chose qui se passe à l'autre bout du monde est instantanément sur vos écrans, et je dirais même dans votre main, puisque aujourd'hui, avec la 4G et les technologies que nous transportons avec nous, nous pouvons visionner à tout moment ce qui se passe, quel que soit l'endroit dans le monde. Regardez les événements qui se passent en Birmanie en ce moment, ils sont sur votre téléphone portable, et plus rien ne peut être occulté, y compris les comptes en Suisse. On est aujourd'hui aussi confronté à des situations paradoxales, avec des effets de surprise. Regardez par exemple, quand vous écoutiez les gens en Amérique latine ou en Amérique centrale, tout le monde était tétanisé par Chavez, qui était le successeur théorique de Castro et qui devait créer une grande révolution bolivarienne sur l'ensemble de la zone, notamment du nord de l'Amérique latine. Et bien, Chavez, en quelques mois, a disparu de la scène et tout ce scénario est tombé. Et on a vu arriver plutôt un autre scénario derrière Lula, et maintenant avec le pape François qui vient d'arriver du Brésil, et où c'est plutôt le cône sud de l'Amérique latine, avec un autre schéma de développement et un autre schéma de leadership qui s'impose. Donc il faut s'habituer à ces effets de surprise et à ces déplacements, je dirais, de leadership. On a aussi quelque chose qui est flagrant dans la situation actuelle, c'est que nous, les Occidentaux, les peuples du Nord qui sommes nantis, qui baignons dans de la sécurité, de la prospérité depuis à peu près, grosso modo, 50 ans, nous avons peur. Ce qui caractérise notre mode de management, c'est la précaution, c'est le prudentiel, c'est la peur de l'avenir, peur des autres. Et nous avons tous opté pour des pilotages extrêmement prudentiels en Occident, que ce soit Obama ou en Europe, avec de très très faibles marges de manœuvre, notamment sur le plan sociétal en termes de gouvernance. Alors que dans le reste du monde, on assiste à ce que j'appelle une poutinisation des modes de management. C'est-à-dire, grosso modo, le retour de pouvoirs présidentiels ou personnels très forts et qui sont basés sur des régimes plutôt autoritaires, nationalistes, certains disent patriotiques, etc., avec un retour de la réelle politique. Et aujourd'hui, ce qui caractérise la situation dans laquelle nous traversons, c'est un fort déni de réalité par rapport à l'intensité de la crise et les ruptures de paradigme dans lesquelles nous sommes rentrés. Alors qu'est-ce qui va? Parce qu'il y a quand même des choses qui vont. Je veux dire, on a passé une année 2012 qui était l'année des plus grands risques, sans problème. On avait quand même 22 élections qui couvraient 80% du PIB mondial. Et autant dire que le niveau de contrainte était tel que ça a annulé, je dirais, les drames ou les tragédies que certains avaient imaginées. On a cette poutinisation qui s'est confirmée au travers d'un certain nombre de ces élections ou un certain nombre de montées en puissance. Je pense à Erdogan en Turquie face au printemps arabe, je pense à Poutine sur l'ensemble de la zone, notamment, mais pas uniquement européenne, mais aussi asiatique. Et en même temps, je pense aussi à Morsi sur l'Égypte avec le leadership émergent, notamment des frères musulmans, sur l'ensemble de la zone arabo-musulmane. On a aussi une singularité avec la Chine
qui est en train de changer de mode de gouvernance. Jusqu'à présent, on était dans une approche de type Deng Xiaoping, c'est-à-dire uniquement l'ouverture à l'économique, ce qui était totalement convergent avec nos focus et nos logiques d'intérêt. Aujourd'hui, la gouvernance chinoise s'est resserrée, et moins étoffée qu'elle ne l'était, et elle s'est resserrée avec la moitié issue, je dirais, de la philosophie de Deng Xiaoping, l'autre moitié qui est dans le militaire et le sécuritaire. Alors tout de suite, quand vous écoutez les spécialistes du sécuritaire, tout le monde vous dit ça promet une guerre avec les États-Unis, etc. Il faut savoir que l'armée chinoise, d'abord, elle est conçue non pas par rapport à l'extérieur, mais par rapport à l'intérieur. Et qu'aujourd'hui, une grande partie du niveau de tension que l'on a en Chine est lié à un risque d'implosion du système, notamment avec les reparamétrages qui sont en train de se mettre en place sur le Pacifique Nord entre Chinois et Américains. On avait un certain nombre de grands perturbateurs, je vous signale, qui étaient incontournables, qui ont été éliminés en l'espace d'un an du scope. Voilà. Ils étaient indéboulonnables, indétrônables. Je pense notamment à Moubarak, je pense à Kadhafi, je pense à Ben Ali, etc. Éliminés. Bon, il y en a un qui tient encore, c'est Bachar el-Assad, pour plein de raisons. Mais on a quand même des situations qui sont quand même un peu contrôlées. Et sur le plan financier, l'année 2012 a été, pour tous ceux qui sont dans le trading, très bonne. Jamais on a gagné autant d'argent, si vous voulez, en spéculant sur les dettes et sur les États. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? Les deux grands maîtres, je dirais, d'ouvrage qui aujourd'hui assurent le fonctionnement du monde, qui sont des éléments moteurs, je dirais, du fonctionnement du monde, aujourd'hui sont en autoblocage. Vous preniez les États-Unis avec son problème de budget, ou l'Europe avec son problème de budget, ou nos pays avec leurs problèmes de budget, tout le monde est en autoblocage, avec des confrontations sur les visions sur l'avenir. Il faut dire qu'il y a des décisions qu'on aurait dû prendre il y a 30 ans qu'on n'a pas prises. On s'est tous littéralement vautrés dans des gouvernances assez pathétiques, je dirais, où on a acheté la paix sociale et la paix civile ici et là. On n'a pas pris les décisions qu'il fallait, et donc maintenant on est en autoblocage. De l'autre côté du Pacifique, le Japon est en train de changer, notamment après Fukushima. Et il faut suivre de très près la montée du nationalisme japonais, qui est en train de s'affirmer, avec la bienveillance notamment américaine, face à la problématique chinoise qui devient un petit peu, je dirais, tendue sur la zone. Les émergents, sur lesquels repose une grande partie de la croissance mondiale aujourd'hui, commencent à être affectés par le problème de la crise de modèle que nous traversons. J'y reviendrai. Et puis, on a quand même deux risques qui sont quand même majeurs aujourd'hui, à savoir que nos rentiers qui sont sur la zone du Golfe, entre autres, et qui contrôlent la sécurité énergétique sur le gaz et le pétrole, sont entrés dans une cinétique aujourd'hui interne au monde musulman et notamment au monde sunnite, qui est assez tragique. Non seulement il y a la problématique de la confrontation entre le monde sunnite et le monde chiite, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il faudrait quasiment 3 heures pour pas arriver à vous clarifier les jeux d'acteurs sur ces zones-là, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, cette guerre vieille, quand même de 13 siècles, est en train de se ranimer entre eux, et qu'à l'intérieur du monde sunnite, il y a des querelles de leadership entre Saoudiens, Qataris, Égyptiens, etc., qui peuvent nous radicaliser, je dirais, les jeux d'acteurs sur la zone de façon assez significative. Et on a un risque majeur qui demeure sur notamment les obligations d'État et sur le système bancaire, avec tous ces problèmes de manipulation que nous connaissons et qui sont révélés au jour le jour, et qui créent des niveaux de tension sur le règlement des dettes souveraines et pour nous sur l'euro qui ne sont pas négligeables. La crise de l'euro n'est absolument pas réglée, hein, on n'en est qu'à l'apéritif. Hein. Alors, si je regarde les signaux faibles à suivre pour vous en termes de, je dirais, de radar, plus que la Corée du Nord et l'Iran, qui, je ne vais pas dire que c'est sous contrôle, parce que j'ai horreur de ce terme-là. On n'arrête pas de nous bassiner avec tout est sous contrôle, et généralement c'est le prélude à une grande catastrophe. Disons qu'on a beaucoup de monde sur ces deux dossiers, et ce sont des dossiers qui sont, je dirais, suivis quasiment à la seconde près. Il suffit de regarder ce qui se passe sur la Corée du Nord, et même ils justifient et ils servent de prétexte pour faire bouger à la marge
des jeux. Là, vous voyez, par exemple, les Américains sont en train de vendre au monde entier la nécessité maintenant d'avoir des boucliers antimissiles. Après être rentré dans la robotisation des champs de bataille avec les drones, maintenant on va avoir des espèces de grandes bulles de protection de nos démocraties. Là, plus que ça, je vous suggère quand même de regarder ce qui se passe sur le Pakistan avec le départ de l'OTAN sur la zone et l'éventuelle arrivée des talibans. Ils sont déjà à Karachi, notamment à Islamabad. Là, à la différence de l'Iran, le Pakistan a l'arme nucléaire. La relation entre le Pakistan et l'Inde, le Pakistan, l'Iran et toute la zone chinoise, toute cette zone-là est extrêmement sensible. Je vous suggère aussi de regarder ce qui se passe du côté de notre nettoyage des dettes et des banques. C'est loin d'être réglé. C'est loin d'être réglé. Je dirais que nos banquiers sont notre principal problème aujourd'hui. Je sens que je vais convaincre beaucoup de monde, mais c'est quand même un problème gigantesque aujourd'hui, parce qu'on est dans une crise de liquidité extrêmement importante. On a autour de la Méditerranée, on va avoir une multiplication de foyers de guerre civile. Alors, ce n'est pas forcément la Yougoslavie, mais on est parti pour une dizaine d'années d'instabilité avec des gouvernances qui vont se chercher et qui, par la force des choses, nous donneront des effets collatéraux. Ici, sur le Sahel, on est parti, là aussi, pour une bonne quinzaine d'années d'enlisement. Il faut savoir que ce qui se passe actuellement sur le Sahel, et ce sont des choses que l'on connaît, que l'on a connues au XIXe siècle, que l'on a connues au XVe, XVIe siècle, ça a toujours été, cette zone-là a toujours été une zone de confrontation du djihad au sein du monde, notamment musulman, donc ce n'est pas neuf. Et puis, au niveau de nos vieilles démocraties, comme on est en autoblocage, bien suivre ces problèmes de montée du populisme et l'impact sur notre système démocratique. On voit aujourd'hui que ce n'est pas simple. Avec deux points à regarder très très près cette année, c'est les élections en Iran en juin et les élections en Allemagne en septembre. Ces deux élections-là vont contribuer à modifier très sérieusement des jeux d'acteurs sur le plan international. Alors ces jeux d'acteurs, une fois qu'on a vu ça, si je vous fais une petite synthèse un petit peu du positionnement des uns et des autres. Ce qui est le plus prévisible, les deux maillons faibles aujourd'hui sur la situation internationale, c'est l'Europe, parce qu'on ne sait pas prendre de décision, et c'est l'Afrique, sur le plan sécuritaire et humanitaire. La zone la plus prévisible aujourd'hui, c'est le continent nord-américain, qui est en train de se refermer sur lui-même, se replier et de se réorganiser à très grande vitesse, parce qu'ils sont très pragmatiques, donc ils ne s'embarrassent pas du reste, ou des accords qu'on peut être passés sur le plan international depuis 50 ans. Là, ils sont en train de tout remettre en cause. La zone la plus énigmatique, c'est la Russie, parce qu'on ne sait pas trop avec Poutine exactement où est-ce qu'il veut en venir et où est-ce qu'il veut aller. Tout repose sur lui. La zone la plus paradoxale, je vous dis, c'est la Chine. Celle qui est en train de se refermer sur elle-même, c'est l'Inde, compte tenu de ses contraintes périphériques et régionales. La zone la plus agitée et la plus dangereuse à court et moyen terme, c'est le monde arabe, avec des confrontations internes au sein du monde sunnite. Et la zone la plus manœuvrante, la plus résiliente, aujourd'hui, ce sont les pays émergents. Alors, les jeux d'acteurs. Là, je vais faire très vite parce que je n'ai pas envie de vous saturer avec ces schémas-là, mais vous sortez de ce mode-là, d'accord, où tout était sous contrôle. Ça, c'est l'organisation du monde après la Seconde Guerre mondiale. Tout était symétrique, c'est parfait. Avec ça, vous interdisez à tous ceux qui sont au sud de rentrer dans le jeu, vous bloquez le jeu en sanctuarisant, je dirais, les positionnements des uns et des autres, les postures des uns et des autres, et vous fabriquez les 30 glorieuses. Puis après, derrière, vous dérivez dans les 30 piteuses qu'on connaît. Parce que comme on n'arrive pas à remettre en cause notre modèle, on pense que notre modèle est éternel, universel et qu'il est durable. Voilà. Et donc là, on avait un système qui était extrêmement, je dirais, symétrique, parfait. Il a quand même permis à 1 milliard d'individus sur les 6 milliards de contrôler 85% de la richesse mondiale, avec moins de 10% de la population mondiale. Donc on est issu de ce modèle-là, on est câblé comme ça. Sauf que ce système-là ne vaut que si les protocoles qui ont permis de construire cette richesse-là sont durables. Alors, comme ces protocoles ont été calés notamment sur l'énergie, tout est basé sur l'énergie, mais entre autres sur les énergies fossiles, on s'est aperçu dans les années 80 que ce n'était pas tenable et qu'il fallait le faire bouger. On a essayé de convaincre notamment les Russes, quand il y avait encore l'Union soviétique, qu'il fallait faire bouger le protocole. Et les Russes se sont bloqués. Je vous signale que la situation, à l'époque, dans les années 80, était pire qu'aujourd'hui en termes d'alerte sécuritaire sur le plan international. Aujourd'hui, elle est fractalisée, mais à l'époque, elle était pire parce qu'on était quasiment au bord des niveaux d'affrontement extrêmement sérieux. Et j'ai bien connu cette période-là, ayant été dans les services secrets pendant une dizaine d'années.
ayant piloté un certain nombre de sujets très sensibles dans cette affaire-là, je peux vous dire que les années 80-90 ont été des années extrêmement borderline, comme on dit. Bon. Et finalement, on a réussi à éviter l'explosion du système. C'est plutôt une implosion de système qui a été favorisée derrière la perestroïka, sauf que tout le système s'est mis en déséquilibre. L'Amérique s'est mise en surpuissance, l'anglais, bien entendu, s'est mis à part, le russe, lui, il avait à sa reconfiguration, et nous avons dû reprendre en main l'ensemble du destin européen avec un déséquilibre à l'intérieur de cette Europe que vous connaissez et dont l'Allemagne a assuré l'essentiel du pilotage de la sortie de crise. La France notamment et l'Europe méditerranéenne, ce qui explique en grande partie les griefs que nous avons à gérer aujourd'hui entre nous, n'ayant pas contribué à cette reconstruction de l'ensemble de l'Europe centrale et orientale. En même temps, tout le Sud a explosé, littéralement, puisque tous les référentiels sur lesquels on avait basé tous les équilibres, notamment idéologiques, n'étaient plus les référents. On a concédé au monde non gouvernemental le soin de piloter, je dirais, la diplomatie, ou voire la gestion, je dirais, quasiment de cette diplomatie humanitaire pour essayer de tenir ce Sud. Et en même temps, on avait le Japon qui émergeait avec les petits dragons, et puis la Chine qui était tirée par le Japon. Voilà, ça c'est ce monde qui, des années 90, commençait à se reconfigurer. Sauf que derrière, on était quand même rentré, non pas dans une petite crise conjoncturelle, mais dans des ruptures de paradigme, où les référentiels d'hier, la charge de la preuve, si vous voulez, pour savoir qui était dans le bien ou dans le mal, qui était dans le bon ou dans le mauvais, était quand même difficile à faire, et de plus en plus difficile à faire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, notre système, le système dans lequel nous sommes, est quand même. Alors vous allez voir, c'est presque un tableau, abstrait. Les jeux d'acteurs commencent à devenir, vous allez me dire, assez confus. Non, non, pas du tout. Ceux qui ont été dans une logique émergente liée à des transferts, je dirais, de modèles de société que nous avons engagés dans les années 70-80, continuent à émerger. Et on le voit bien, il y a le Brésil, il y a la Chine, il y a toujours le Japon, les petits dragons, il y a l'Iran, il y a la Turquie, tout ça, ça commence à émerger. L'Inde, mais moins vite, parce que l'Inde est confrontée à tout ce bazar que nous avons sur l'ensemble de l'Afrique, du Proche et Moyen-Orient à l'Asie centrale. Et puis ici, nous, on est en train d'imploser, notre système est en train d'imploser de l'intérieur, puisque au-delà de la problématique énergétique, toute la problématique de la financiarisation de notre modèle de vie s'est retrouvée lui-même mis en mode échec. Alors, aujourd'hui, on est un petit peu dans cette logique-là. Si je vais et que j'essaye de me projeter sur le moyen terme, est-ce que la démocratie est le vrai modèle? Est-ce que le capitalisme va rester le référent des prochaines années, etc. On le voit bien quand on se promène dans le monde, quand vous allez en Chine, quand vous allez dans tous les pays émergents, c'est ni la démocratie ni le capitalisme qui sont les référents. Quand vous allez à Singapour, vous êtes dans un autre modèle. Quand vous allez à Shanghai, vous êtes dans un autre modèle. Même quand vous allez à Dubaï, et encore plus à Doha, Doha qui est un grand pays démocratique, comme vous le savez, mais par lequel tout le monde passe pour avoir quelques sous en ce moment pour pouvoir acheter ses dettes pourries, à commencer par les Français. Ce qui nous pose des problèmes, puisque après, quand on va au Mali pour pouvoir lutter contre AQMI, on se retrouve avec celui qui nous finance nos dettes, qui arme les réseaux d'AQMI dont nos légionnaires vont régler le martyre. Voilà. Donc, si je vais vers 2028... Si je me mets vers 2028, que j'essaye d'imaginer, je peux que me tromper, bien entendu, puisque c'est un exercice redoutable. Si j'essaye d'imaginer ce qui pourrait se produire, je vois un espèce de grand bloc ici, autour de l'ASEAN, du cône sud de l'Amérique latine, mais peut-être même du côté Amérique centrale, avec ce qui se passe du côté du Mexique, et puis ce doublement du canal de Panama, la Chine, bien entendu. Je vois ce grand bloc-là. Et ce grand bloc-là qui vient réinvestir sur l'ensemble de la zone chinoise, c'est déjà parti, sur l'ensemble de la zone, je veux dire, africaine, mais aussi au Moyen-Orient et au Maghreb, et peut-être même chez nous. Et puis je vois ici, vous voyez, bien entendu toujours les États-Unis un peu en surpuissance, mais un contexte européen fractalisé, c'est-à-dire que là, je vous conseille de revisiter l'histoire du XVIe, XVIIe siècle, notamment avec Charles Quint, puisque nous voyons au travers de toutes les cinétiques qui sont en train de se mettre en place, derrière les crises chypriotes, grecques et autres, que nous ne sommes pas très loin de ce que nous avons connu dans ces périodes-là, avec la réémergence de la Turquie et de
de la Perse, de l'Égypte, toutes ces réminiscences autour du califat, etc., au sein du monde arabe et autres. Alors, si je vais sur ce cheminement que vous essayez d'engager, je pense qu'il faut voir et penser différemment et penser autrement. Alors, le problème de la chose, c'est que il faut bien être conscient je dirais, de la dynamique dans laquelle nous sommes entrés. La première, c'est que nous avons une courbe de démographie mondiale qui continue à grimper. Nous sommes passés de 2 milliards à peu près à 6 milliards sur le XXe siècle et on sera autour des 9 milliards autour de 2030, 2050, selon les différentes hypothèses des démographes. En même temps que vous avez cette courbe démographique, vous voyez bien que la situation démographique du monde, elle se situe sur l'Afrique, sur le sous-continent indien et sur la Chine. C'est là où vous avez la plus grosse contrainte démographique mondiale. Nous ne fabriquons plus que des vieux aujourd'hui, je vous rassure. Le monde aussi se caractérise par une rupture de paradigme gigantesque qui est celle de l'urbanisation. Urbanisation qui met sous tension tout le protocole énergétique, et j'y reviendrai. Et urbanisation qui nous entraîne dans un changement de société complet, puisque c'est celui de la fabrication des classes moyennes, avec tout le modèle de société que vous connaissez. Quand je parle de cette urbanisation au niveau mondial, il faut savoir qu'aujourd'hui, au travers de notre transfert de modèles de société que nous avons inventé ici, en Europe, puis après autour de l'American Way of Life, nous sommes en train de construire sur l'ensemble de ce bassin pacifique et de faire émerger autour de ce bassin des mégalopoles que vous ne pouvez pas imaginer, et qui sortent de terre en l'espace de 20 à 30 ans. Il faut voir que, par exemple, il y a une anecdote que j'aime bien citer quand j'étais dans le groupe Schneider. J'ai discuté beaucoup avec une municipalité qui s'appelle Tianjin, qui est à côté de l'avant-port, de Pékin. La préoccupation du maire, c'était de savoir comment il allait faire pour passer de 12 millions d'habitants, pour eux c'est une petite ville, c'est la taille de Paris, de la région Île-de-France, à 25 millions d'habitants en 30 ans. Donc vous imaginez, le projet, c'est comme si vous aviez besoin, si vous étiez sur un processus où il faut construire entre Le Havre et Paris une ville en 30 ans. Voilà, ce que nous n'avons jamais fait ou jamais mis en œuvre, notamment en Occident, sur 4 siècles. Eux ont ce genre d'exercice à faire en 30 ans. Alors, la nature de la crise aujourd'hui que nous traversons, elle est simple. Elle est très très simple. C'est que tout s'appuie sur ce protocole sur lequel Daniel vous emmènera tout à l'heure, qui est celui de l'utilisation de l'énergie fossile. C'est ce qui nous a assuré le meilleur rendement énergétique par rapport à la construction du modèle de société dans lequel nous sommes. Et vous êtes particulièrement concernés parce qu'il n'y a aucun de vos outils qui peut fonctionner sans mettre à l'intérieur de l'énergie fossile. Il repose aussi sur la problématique de l'équilibre offre-demande sur l'ensemble des matières premières, mais pas que matières premières de type ferreux ou non ferreux, etc., mais aussi alimentaires. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de situations sur le plan géostratégique sont en train de basculer parce que ces équilibres-là ne sont pas respectés, notamment sur le plan des céréales ou de l'alimentation, et qu'on a tout un tas de pays ici, vous voyez, qui sont aujourd'hui en train de basculer dans des logiques d'émeute ou de déstabilisation importantes à cause de ça. On a aussi cette problématique des constructions d'économies financières non régulées, et puis le problème de nos modes de gouvernance, où les yeux dans les yeux, comme on dit aujourd'hui, tout doit être démocratiquement géré. Alors, si je prends ce petit schéma que je vous ai fait, c'est pour vous expliquer un petit peu la gravité de ce que nous traversons aujourd'hui et les enjeux qui sont par derrière. C'est ce modèle-là, avec comme clé de voûte l'énergie, les deux pierres de soutènement que sont le monde urbain, cette urbanisation croissante du monde, puisqu'on passe de 20% du monde urbanisé au début du XXe siècle à 40% fin du XXe siècle, 60% à l'horizon 2030. Vous imaginez la rupture de paradigme dans laquelle nous sommes au niveau de l'histoire mondiale, de l'histoire de l'humanité. Et en même temps, la motricité, parce que la ville ne s'entend pas sans qu'il y ait du mouvement, du flux. Si jamais du jour au lendemain, vous n'avez plus de carburant, toute la révolution autour du moteur à explosion, vous ne savez pas faire. Et donc, c'est ce modèle-là qui, aujourd'hui, pompe à peu près, grosso modo, 80% des revenus de
de l'ensemble des populations. Ce sont les dimensions les plus sensibles en termes économiques. Toute cette révolution s'est faite avec une économie financière qui s'est développée depuis la fin du XIXe siècle et qui est basée sur l'effet de levier. C'est cet effet de levier que nous n'avons pas régulé, notamment sur la fin du XXe siècle, parce que nous avons pensé que nous pouvions transmettre ce modèle-là qui fabrique de la classe moyenne à 1 milliard d'individus émergents. Les 350 Chinois, les 250 Indiens, les 200 Brésiliens, Sud-Américains, etc. Et donc on s'est dit, bon, on va essayer de faire en 30 ans ce que nous, on a essayé de construire en un siècle et demi, on va essayer de faire en 30 ans avec eux. Ça nous bâtira une économie de rente et ça permettra à tous nos vieux qui sont en Europe, voire aux États-Unis, de pouvoir vivre tranquillement sans avoir besoin de travailler. C'est la fin du travail, c'est l'économie de loisirs, c'est société du spectacle, et voilà. Or, le système s'est mis en croix, et il s'est mis en croix non pas à cause de la financiarisation. L'économie financière a été révélée à partir de la crise énergétique. Rappelez-vous, dans les années 2006-2007, la préoccupation de tout le monde, c'était le baril qui était à combien? Qui était à $150. Et on a été sur des prévisions de tension sur les marchés où certains imaginaient 200-250 dollars le baril. Et c'est parce qu'il y a eu cette explosion sur les prix des matières premières, et avec notamment ce problème du peak oil sur lequel on reviendra tout à l'heure, que l'économie financière, la non-régulation de l'économie financière s'est révélée, avec l'augmentation des taux, les gens qui ne pouvaient plus rembourser leurs prêts, et puis derrière, la mise en échec de tous les systèmes de caution, notamment autour des crédits hypothécaires américains, et puis tout le reste que vous connaissez derrière, avec le problème de l'endettement de nos pays, etc. Et on voit tout le jeu de dominos qui tombe et qui se trouve renforcé avec la crise de Fukushima, l'impact sur le nucléaire et l'impact sur la logique énergétique, la crise sur Hormuz aujourd'hui, voire même la crise sur l'euro. Donc on est sur quelque chose d'assez fort. Le problème, c'est qu'on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir parce qu'on aurait pu traiter toutes ces questions-là il y a 30 ans et on ne les a pas traitées. Et notre principal problème, ce que Thierry a évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'il y a dans notre boîte crânière, c'est-à-dire tous ces filtres, ces grammaires, ces logiciels qui font qu'on va voir les choses au travers d'un focus assez étroit, qui est celui par exemple de l'économique, et pas forcément du culturel, du civilisationnel, du religieux, etc. On occulte, il y en a occulté de plus en plus ces questions-là alors qu'elles sont en train de réémerger. Au travers de la technologie, et uniquement de la technologie, on pense que la technologie suffit aujourd'hui pour régler les problèmes. Quand je vais dans les pays arabes, tout le monde a les derniers iPhones, tout le monde est sur Facebook et autres, mais personne ne mange à sa faim dans la journée. Donc je crois qu'il faut être conscient de ça. Et puis en même temps, on est sur des croyances. Et nous, alors on peut se moquer des autres croyances du reste du monde, mais nous, on en a quelques-unes qui sont pas mal. Il faut savoir qu'on pense quand même que notre modèle est universel, que nos utopies peuvent être vendues dans le reste du monde. Quand vous regardez les Américains aujourd'hui dans leur, je ne dirais pas leur croisade, mais leur quête permanente, si vous voulez, d'exportation de la démocratie, ou voire même, par exemple, les milieux évangéliques américains aujourd'hui sur quasiment le système électif dans lequel l'Amérique est rentrée depuis un siècle et demi, bon, mais ils sont toujours dedans, quoi. Ils sont toujours dedans, et ils y croient dur comme fer. Ils y ont cru dur comme fer quand ils sont partis en Irak, dur comme fer quand ils sont partis en Afghanistan, et ils y croient dur comme fer aujourd'hui, par exemple, sur les affaires du Mali, qu'on est quand même sur des problématiques culturelles et civilisationnelles particulières. Alors si, je pense qu'il faut, l'angélisme a des limites. Beaucoup partent du principe que bon, la Chine va se remettre dans le rail, que l'Inde fera ce qu'on lui dira, que le reste du monde, à un moment ou à un autre, enfin, dans cette crise que nous traversons, va se rallier au modèle européen ou au modèle américain, etc. Non, quand vous regardez les cinétiques sur lesquels on est, vous pouvez voir que aujourd'hui, vous avez à peu près, grosso modo, sur le palmarès, déjà à 2020, vous avez à peu près plus de la moitié qui sont sur la zone Pacifique et l'océan Indien. Et là, en l'occurrence, la France, depuis quelque temps, est en train de glisser de la 9e à la 12e, 13e place dans les pronostics. Voilà, je ne veux pas vous inquiéter, mais enfin, on est en train de reculer. Et si je vais sur 2050, avec le contexte actuel, simplement avec le contexte actuel, vous voyez que les grands maîtres d'ouvrage au niveau mondial seront quand même très différents. Ils seront ceux qu'on a connus
autour du XIVe, XVe siècle. La Chine, il faut savoir qu'à l'époque, avant l'époque de ce qu'on appelle la Renaissance, et je vous signale que la Renaissance est quelque chose qui a été labellisé par les historiens du XIXe siècle. Ceux qui vivaient la Renaissance ne le savaient pas. Hein. Ils ne savaient pas qu'ils vivaient la Renaissance. Hein. Et quand vous regardez cette période-là était aussi confuse, sinon aussi meurtrière que ce qu'on a vécu autour du XXe siècle, etc. Donc vous voyez, va falloir s'habituer, si vous voulez, au retour de, alors nous, nos vieilles sociétés, etc., à des modifications de jeux de puissants au niveau mondial, et avec le retour peut-être de la Chine qui a été un des pivots mondiaux, l'Inde qui va devenir peut-être le pivot mondial autour de 2050, et puis des jeux qui sont sur l'ensemble de la zone proche Moyen-Orient et Afrique, qui seront peut-être différents de cette réelle politique que l'on a connue au cours des 20 dernières années, avec l'introduction de l'Inde et de la Chine qui sont en train de prendre la main. Donc si je regarde par rapport à ces grandes ruptures, mon constat aujourd'hui, c'est que nous avons... D'abord, on n'est pas préparé on n'a pas de préparation collective aux surprises. Voilà. Ça, c'est notre grand truc. On est tellement sûr que l'histoire est entrée dans un déterminisme historique à chaque fois, regardez ce qui s'est passé pour le printemps arabe. Alors que nous étions un certain nombre à avoir alerté tous nos réseaux diplomatiques et autres, on nous disait gentiment, écoutez, non, on a dîné avec Ben Ali hier soir. On a dit, c'est pas le problème de Ben Ali hier soir. Le problème, c'est d'aller dans le souk, c'est d'aller dans les quartiers, d'aller voir comme ce qui est en train de bouillir. Voilà. Et bon, très faible capacité de préparation aux surprises, faible intelligence stratégique. On n'ose pas se projeter, on n'ose pas accepter que d'autres puissent être puissants et modifier la cartographie des jeux d'acteurs. On a une faible capacité à inventer des processus collectifs nouveaux. Quand je regarde l'impact de la crise aujourd'hui, notamment sur les émergents, eux, je peux vous dire, ils sont très intéressants à suivre. Hein. Eux, aujourd'hui, ils ont compris, mais en 48 heures, ils sont partis dans des processus, si vous voulez, d'invention, d'innovation, parce qu'ils ne veulent pas subir, si vous voulez, les impacts que nous acceptons de subir, parce que nous avons encore des moyens pour pouvoir faire du déni. Et puis, surtout, l'impossibilité de mettre la question à l'agenda. Et on est aujourd'hui exactement comme dans la situation d'Apollo 13. Vous connaissez cette situation d'Apollo 13. Je trouve merveilleuse. Hein, je dirais, c'est la deuxième voyage sur la Lune. Hein. Donc, théoriquement, tout devait bien se passer. Nous, c'est un petit peu cette mondialisation que nous avons inaugurée sur les années 70-80. C'est un petit peu comme un nouveau voyage sur la Lune. On en a vécu une au 19e siècle, on en a vécu une au moment de la Renaissance, on a même vécu d'autres à l'époque romaine, etc. Donc, c'était un replay. Sauf que vous avez au moment où on va allunir, c'est-à-dire le moment où on va enfin profiter, si vous voulez, de cette mondialisation, vous avez, lorsqu'on fait le mélange cryogénique, vous avez un incendie dans la capsule. C'est les subprimes. Hein, c'est les subprimes. Et donc, les subprimes nous amènent à une conclusion, c'est qu'il va falloir, cette deuxième mondialisation, va falloir la calmer pour l'instant. Et ce qui est important, c'est de permettre à tout le monde de réatterrir et de revenir sur Terre, de revenir les pieds sur Terre pour reconstruire un autre modèle. Sauf qu'il va falloir atterrir avec le module de sauvetage, enfin le module d'alunissage, ce qui ne s'est jamais vu. Et quand vous regardez le film d'Apollo 13, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la résistance des équipes à l'événement, par rapport à l'événement. Quand le patron de Cap Canaveral dit « Messieurs, je vous demande d'utiliser le module d'alunissage comme vaisseau de sauvetage », les types disent « c'est pas dans le book. C'est pas dans le book. » Et il dit « non seulement vous allez l'étudier, mais en plus de ça, je veux du RAB pour permettre du succès à l'opération. » Et tout le monde dit « ça n'a jamais été testé, ça n'a jamais été paramétré, etc. etc. » Et il dit « je m'en fous, je ne veux pas savoir. Pendant que vous discutez, les compteurs tournent et les gars là-haut sont en danger de mort. » C'est exactement la même situation qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire de l'Apollo 13. Il faut faire de l'Apollo 13. Et il faut utiliser un certain nombre de nos outils comme outils de sauvetage pour, je dirais, essayer de faire en sorte de réatterrir et de reconstruire autre chose. Si je vous donne cet exemple-là, c'est parce que Apollo 13, qui devait être la plus grande catastrophe pour la NASA, a été leur plus grand succès. Et c'est à partir de ce succès-là qu'ils ont construit les vols habités, qui n'étaient absolument pas dans les cartons lorsqu'ils ont imaginé toute la stratégie, notamment sur la Lune. Voilà. Et donc je pense que ce qui est en train de se passer au travers de la crise que nous traversons aujourd'hui, si jamais nous arrivons à la résoudre, peut nous permettre justement de faire émerger
d'autres schémas de développement et d'autres schémas de vie pour demain. Alors, mes convictions par rapport à tout ça, c'est que nous sommes de nouveau sur des franchissements de seuil. Vous avez un urgentiste qui va venir, donc il va vous rééduquer sur la question du stress. Aujourd'hui, on voit bien que tous ces changements que l'on a à absorber et à assumer au travers de la culture de gestion de crise, on arrive à réduire, je dirais, les occurrences de risque et à faire face. Quoique, quand on a, par exemple, un incident, un épisode neigeux, comme celui qu'on a connu il y a quelques jours, on a bien vu que ça pouvait mettre en mode échec l'ensemble de nos systèmes économiques pendant 48 heures, voire 72 heures. Je vous signale quand même que cet épisode neigeux a coûté 600 millions d'euros à la France sur le plan économique, que l'opération Serval, qui est, quand vous écoutez les médias, quasiment le début de la 4e guerre mondiale, ne coûte que 200 millions d'euros. En une journée, en 48 heures, on a dépensé 3 fois l'opération Serval au Mali. Tout ça pour vous donner, si vous voulez, les niveaux d'enjeux et d'impact sur lesquels nous sommes. Demain, on est sur autre chose. On va rentrer dans ce que j'appelle la culture du management du chaos. Alors, quand je dis chaos, tout le monde dit, bon, la couette. La couette jusqu'ici, on ne sort pas du lit, on attend que ça passe. Non, c'est le chaos au sens grec du terme. C'est-à-dire la recomposition des plaques, si vous reprenez la mythologie grecque. C'est cette recomposition des plaques qui a fait que après les combats de titans, l'ensemble du monde s'est réorganisé. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur des reconfigurations de plaques géopolitiques énormes. Vous avez la Russie qui rejoue un rôle majeur. Vous avez la Turquie qui réémerge, plus de 100 millions d'habitants, horizon de 2028, qui sert de modèle aujourd'hui à l'ensemble des pays méditerranéens sur le plan de la gouvernance en termes d'islamisme séculier. Et vous avez l'Égypte qui est en train de se repositionner, notamment par rapport aux pays sunnites de la péninsule, qui essaie d'essayer de retrouver son mode de respiration. L'Iran, la Perse, cette grande Perse dans l'histoire, qui va redevenir un maillon considérable, plus de 100 millions d'habitants, horizon 2028-2030. Donc on voit bien qu'on a ces plaques, et avec en plus de ça des jeux qui changent complètement sur le plan stratégique. On passe du technologique au biologique, on passe de la société au système. On voit bien qu'on est sur des ruptures de paradigme considérables avec des franchissements de seuil qui font qu'on ne peut plus se permettre d'être sur une approche de type connaissance classique où on accumule des données et c'est celui qui accumule des données qui a le leadership. C'est plutôt celui qui va produire des informations, qui va être sur un autre mode, je dirais, d'interrogation et qui sera un petit peu comme on l'a vu ce matin au travers des deux premiers exposés sur l'île, producteur un petit peu de stratégies nouvelles, générateur de mouvements, générateur d'initiatives et en même temps surtout producteur de questions. Mettre la question à l'agenda, ne pas avoir peur de dire tiens, il se passe quelque chose à cet endroit-là, il se passe quelque chose sur les technologies, et si on y allait, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, etc. Plutôt que de se dire non, j'ai raison, de toute façon, c'est moi qui ai l'argent, qui ai la technologie, qui contrôle le territoire, etc. Donc on voit bien qu'on est sur des logiques de performance qui sont en train de s'inverser. La performance aujourd'hui, elle est du côté des utilisateurs, des populations, avec des ruptures technologiques et cybernétiques et des ruptures sociétales gigantesques. Et on le voit bien au travers de tout ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les implosions de systèmes se font non pas sur des révolutions type 1848 et autres, comme on a pu connaître au moment de la révolution industrielle, mais se font sur des implosions de systèmes en haut, parce que là, on n'arrive pas à remettre en cause les acquis et la gestion de nos organisations, et se font ici par l'émergence de collectifs qui n'ont plus rien à voir avec la structuration des modèles de représentation, de dialogue ou de médiation qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Regardez par exemple les indignés en Espagne, regardez ce qui se passe chez nous avec la création de plein de collectifs qui rentrent ni dans les logiques syndicales, ni dans les logiques institutionnelles, ni dans les logiques politiques, qui n'ont pas forcément de conscience politique, mais qui émergent aujourd'hui, qui portent des nouvelles logiques de société. Regardez ce qui s'est passé dans les pays arabo-musulmans, enfin c'est extrêmement important. Donc on est aujourd'hui sur une problématique où il faut à la fois réévaluer les échelles de risque, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément dans les grilles qui rentrent, être capable de redéfinir les champs de responsabilité des uns et des autres, peut-être moins sur des logiques hiérarchiques, beaucoup plus sur des logiques en réseau. Il faut croiser, fertiliser, ne pas avoir peur de travailler collectif. Ce que je vous ai évoqué, cette faible capacité que nous avons aujourd'hui sur le plan collectif à inventer des nouveaux modes opératoires. Il ne faut pas avoir peur aussi de transgresser les règles. Il ne faut pas avoir peur de transgresser les règles. Tous ceux aujourd'hui que je vois réussir dans la gestion de crise ou le pilotage des crises sont des gens qui transgressent les règles.
qui comprennent très vite que les plaques bougent et qui sont capables de réorganiser l'ensemble de leurs organisations pour pouvoir faire face. Et travailler plus sur les questions que sur les réponses, et travailler sur le sens. On le voit bien aujourd'hui sur le plan de nos sociétés. Nos politiques sont dans des schémas qui sont des schémas assez fermés, où ils ont toutes les réponses. Hein. Vous pouvez regarder depuis hier soir, hein, c'est affligeant, affligeant. Enfin, je veux dire, on est face à quand même une crise de confiance qui est considérable, qui mine notre démocratie. Et quand vous écoutez tous les politiques, quels qu'ils soient, ils n'ont que des réponses. Personne ne se pose la question de savoir si le degré de robustesse et de résistance de notre démocratie aujourd'hui est suffisamment forte pour pouvoir faire face aux grands défis que nous allons avoir à assumer demain, notamment vis-à-vis de la remise en question d'un certain nombre de modèles de vie et de société pour les classes moyennes. Bon, alors, tout ça, ça suppose une éducation. Alors, les premiers, ça, là, je vais vous dire, si vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine de commencer à rentrer dans l'affaire. Il faut d'abord être pro. Ceux qui ne sont pas pros, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Il faut, cultiver l'exigence, la rigueur, tout ça. Je pense que pour vous connaître un petit peu, parce que j'ai quand même passé 10 ans chez Spies-Batignolles, et donc votre monde, et quand je suis dans le monde des crises sur le plan international, j'ai besoin de vous, que ce soit pour les groupes électrogènes, les engins de chantier, pour pouvoir remettre, quand on est confronté à des situations comme Haïti et compagnie, vous êtes incontournable. Il faut aller 2 fois plus vite, faire 2 fois mieux. On a appris ça avec la mondialisation. Je dirais que les 3 premiers, c'est vraiment le minimum qu'il faut avoir. Maintenant, c'est autre chose sur lequel il faut travailler. Et là, on est sur des problématiques qui sont des problématiques, comme l'a dit Thierry, qui sont des problématiques humaines. Il faut savoir réussir ensemble en économisant ses forces. C'est ce que je dis aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de savoir travailler, savoir optimiser son intelligence, en termes de regard, de diagnostic, discrimination des signaux, etc. Et tout de suite sur les signaux faibles le plus vite possible. Et avec un peu d'intuition, essayer de sentir ce qui se passe pour pouvoir se porter le plus vite possible sur ce qui est essentiel et ce qui sera déterminant demain. Mais il faut aussi savoir travailler pour économiser ses forces et démultiplier ses forces. Moi, je vois bien, par exemple, sur les logiques de conflit ou de confrontation armée sur lesquelles j'interviens régulièrement. Hier, on était quasiment en symétrie. On était sur des logiques de symétrie au moment de la guerre froide, etc. Aujourd'hui, il faut savoir se battre à 1 contre 30. Et demain, il faudra savoir se battre à 1 contre 50, voire contre 100, parce que nous n'aurons pas la démographie. Nous n'avons pas pour nous. Donc on a intérêt à être intelligent si on veut rester en vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra quasiment devenir un peu comme les Israéliens, dans les modes de confrontation sur le champ de bataille. Mais c'est valable vis-à-vis de la Chine, c'est valable vis-à-vis de l'Inde, c'est valable vis-à-vis de... Et donc, c'est pas simple de structurer une entreprise où il va falloir à la fois optimiser son intelligence collective et économiser ses forces. Ça veut dire que le travail autour de la confiance en latin cum fare, faire avec l'autre, ne sera pas forcément uniquement que hiérarchique. Il va falloir qu'il soit sophistiqué. Et ça suppose de valoriser l'authenticité. J'ai horreur, ça c'est ma conviction personnelle, du terme exemplarité. Chaque fois que quelqu'un est exemplaire, il termine chez le juge d'instruction dans la demi-heure qui suit. Donc, non. L'exemplarité est marketée aujourd'hui, elle est bien circonscrite par des agences de communication. Non, aujourd'hui, il faut travailler avec son authenticité. Il faut faire du Churchill ou du De Gaulle. Enfin, je veux dire, si je prends ces comparaisons forcément abusives. Churchill n'était absolument pas parfait. Ce n'était pas un grand sportif. Il le disait à tout le monde, avec un verre de whisky et un gros cigare. Il disait, ce qui a assuré ma longévité, c'est no sport, no sport, no sport. C'est absolument pas dans les critères de ce que devrait être un chef. Oui, sauf qu'il avait travaillé les autres dimensions, qui étaient celles de l'imagination, qui étaient celles de... Il savait faire bouger les lignes, et surtout, il était obsédé par ça, le leadership. C'est pas parce que demain, si vous voulez, on ne sera pas dans une symétrie avec les autres que forcément on n'est pas leader. C'est pas parce que vous n'avez pas 100% du patrimoine ou du capital dans un tour de table que vous n'êtes pas leader. Il va falloir apprendre à être leader avec 10%. C'est une autre façon de faire. C'est une autre façon de voir. Moi, j'ai des opérations que j'arrive à conduire où, pour des groupes, où il y a du chinois, il y a de l'indien, il y a de l'américain, il y a des gens qui revendiquent du pouvoir et de la puissance. C'est nous qui pilotons. Quand j'étais dans le groupe Schneider pendant plus de 10 ans,
petit groupe, un tout petit groupe au niveau mondial, 10 milliards de dollars de l'époque. La plupart de nos concurrents faisaient entre 100 et 150 milliards de dollars. Ouais. Tous nos capitaux extérieurs, 60% du capital était détenu par des étrangers. Et c'est nous qui étions leaders. Et la conduite du groupe n'est jamais sortie en termes de leadership. Et nous étions dans cette asymétrie. C'est ça qu'il va falloir apprendre. Penser leadership et agir en tant que leader. Et pour ça, si vous voulez, j'ai quelques mots-clés que je voudrais vous livrer en conclusion. Le premier, c'est alors le courage. Le courage, je vous ai dit, notre problème aujourd'hui, c'est le déni de réalité et de ne pas mettre les questions fondamentales à l'agenda. Moi, je le vois bien dans les entreprises aujourd'hui, chaque fois que nous sommes confrontés à ces franchissements de seuil, ces ruptures de paradigme, qu'on est confronté par exemple à toute cette problématique de la transition énergétique qui est fondamentale pour, je veux dire, la duplication de ce modèle, voire même pas la généralisation, mais l'extension de ce modèle sur les 30 ans qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, on passe de 1 milliard à 2 milliards d'individus qui rentrent dans un système un petit peu confortable et qui rentrent dans cette modernité, peut-être 3 milliards, mais il va falloir régler ce problème de transition énergétique. Bon, là, il faudra avoir le courage, à un moment ou à un autre, de rentrer dans la problématique. Et quand je dis le courage, ça veut dire pas forcément annoncer aux gens que des bonnes nouvelles, pas forcément acheter que la paix sociale et la paix civile pour avoir une pseudo-paix. Va peut-être falloir demander aux gens de remonter les manches et d'être un peu plus actifs, si vous voulez, pour transformer les choses. La deuxième chose, c'est l'intuition. Nous sommes trop dans ce mode d'approche de la vision des choses au niveau mondial qui est logique, rationnelle. Les choses, c'est impératif d'Aristote, les choses doivent rentrer dans des catalogues, doivent rentrer dans des cadres, doivent rentrer dans un tableau Excel. C'est je vois, je repère, j'ai compris, je le mets dans telle base de connaissances, etc. etc. Non, là, il va falloir arrêter de travailler trop, je dirais, du cerveau au sens de la mécanique déductive et de la mécanique cognitive et descendre un peu plus au niveau des tripes. Oula, j'ai besoin de refaire la tablette. Et de travailler beaucoup plus sur de l'émotionnel, sur de l'affectif, de l'intuition, du sensitif. Ça va tellement vite aujourd'hui que vous n'aurez jamais le temps d'avoir toute la connaissance pour pouvoir prendre une décision. La troisième chose, il faut écouter. Regarder différemment. Quand vous allez, par exemple, dans les pays arabes aujourd'hui, n'allez pas uniquement au Hilton de service. Ne vous confortez pas au travers de 3-4 dîners que vous avez avec le haut de la classe moyenne sur une évaluation. Non, allez traîner dans les quartiers malfamés, accompagné quand même, peut-être pas forcément avec une cravate et un costume, mais allez au contact de ces grandes plaques qui bougent dans les sociétés pour voir ce qui se passe. Et puis, surtout, appréhender le monde avec beaucoup d'humilité, parce que je n'ai pas de certitude, moi, sur ce qui se fera demain. Je vis sur des postulats, j'essaye de sentir les choses, de les anticiper, voire même de les extrapoler, mais beaucoup d'humilité, parce qu'aujourd'hui, dans les jeux d'acteurs que je vous évoque, il y en a qui ont des visions stratégiques, qu'ils n'ont pas tout à fait encore exprimées, et qui peuvent remettre en question tous les protocoles sur lesquels nous vivons depuis 50 ans. Et puis, surtout, le non-conformisme. Je suis désolé, mais finalement, Christophe Colomb, quand il est parti, même s'il n'avait pas forcément le bon dimensionnement de la rotondité de la Terre, il était non-conformiste. Et quand vous relisez son histoire, et quand vous relisez aussi l'histoire des Marco Polo et consorts, des grands aventuriers de l'histoire de l'humanité, ça a toujours été des gens qui ont dit « Oui, on vous donne ça comme frontière, mais moi, j'en imagine d'autres. » Et c'est vers ces frontières-là que j'ai décidé d'engager mon cheminement. Voilà. Et donc, je vous ai mis ce petit mot que j'aime beaucoup de Cocteau, et qui dit que finalement, dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont ou à l'heure ou qui devancent, il y a beaucoup de retardataires. Et je pense qu'aujourd'hui, la France est particulièrement bien placée dans les retardataires. Voilà. Je suis prêt maintenant à répondre à vos questions, si tant est que je suis dans les horaires. Voilà. Xavier Guilloux, qu'on peut déjà applaudir. Et nous allons prendre le temps, 5-10 minutes pour des questions-réponses, pour un échange, bien sûr. J'imagine que tout cet exposé vous pose questions, ou en tous les cas que vous en avez l'une ou l'autre.
Aucune. Ici, Oui, n'hésitez pas. Je vous en prie, monsieur. Parmi toutes les éventualités... Présentez-vous, s'il vous plaît. Pardon, je suis Paul David, dirigeant d'Isermat, société de location dans l'Isère, à Grenoble. Parmi toutes les éventualités de risque, vous avez peu parlé des problèmes intérieurs de sécurité, entre autres liés aux banlieues. Ah. Alors, je vais prendre le problème à l'inverse. D'abord, vous avez des phénomènes migratoires entre le sud et le nord qui sont incontournables. Au travers du XXe siècle, nous avons eu à vivre des problèmes nous avons eu à régler des problèmes de production de masse, consommation de masse, destruction de masse entre nous, communication de masse, émergence de la communication de masse avec l'Internet. Le XXIe siècle commence avec des migrations de masse et qui sont incontournables. Et pas uniquement que pour l'Europe et pour la banlieue de l'île. C'est général sur l'ensemble du vieux continent européen et c'est aussi sur le continent américain. Aujourd'hui, aux États-Unis, on commence à parler quasiment autant l'espagnol que l'anglais, avec des impacts non négligeables sur leur modèle de société. Parce que nous, on tremble quand on voit ces migrations, notamment venant de la zone subsaharienne et maghrébine chez nous, parce qu'on se dit on va avoir une rupture civilisationnelle chez nous. Mais attendez, aux États-Unis, c'est pas mieux, parce que ce qui est en train de migrer de l'Amérique latine vers le nord remet en cause tout le protocole qui est à la base de la construction de la société nord-américaine, et qui a été construit par ce qu'on appelle les WAPS, des protestants blancs, et plutôt germaniques, et où dans la vision, je dirais, du positionnement de la valeur ajoutée de chacun, il y a des winners et des losers. Hein, il n'y a pas de place entre les deux. Soit vous êtes un winner élu par Dieu, in God we trust, ou soit vous ne l'êtes pas. Or, cette migration qui vient du sud, notamment de l'Amérique latine, fait émerger non pas l'Église protestante et réformiste comme étant le cadre de référence, mais l'Église catholique romaine, avec en plus à l'arrivée du pape François, vous voyez l'enjeu que ça peut représenter sur l'ensemble du continent américain et pas simplement européen. Mais chez nous, c'est vrai que bon, pour les Américains, c'est une rupture, je dirais, qui est intra-civilisationnelle, puisque en fait, on est sur des ruptures de protocole qu'on a connues quand même déjà et qu'on sait maîtriser depuis 4-5 siècles, depuis la Réforme, je dirais, chez nous, au travers du monde européen et méditerranéen. Maintenant, chez nous, c'est autre chose, parce que nous sommes sur une rupture civilisationnelle d'un autre ordre, avec notamment l'arrivée dans notre société et une arrivée et une montée en puissance qui est de plus en plus forte, je dirais, de la dimension de l'islam au sein de nos sociétés. La France étant le pays qui a aujourd'hui le plus fort taux, je dirais, d'immigration venant du monde subsaharien et maghrébin, et le plus fort taux, je dirais, d'islamisation sur l'ensemble des pays européens. Quand je dis islamisation, c'est une islamisation. Alors de quelle islamisation on parle? C'est une islamisation qui est plutôt liée au rite malékite marocain, voire algérien, etc. On n'est pas forcément dans ce que l'Allemagne connaît avec le monde turc et la montée en puissance des frères musulmans, ou ce que peut connaître par exemple l'Italie et l'Espagne d'une autre manière. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes rentrés dans aujourd'hui une lessiveuse, si j'ose utiliser ce terme-là, parce que ça va très très vite, une lessiveuse où nous allons vers un métissage de nos populations. Alors on l'accepte, on ne l'accepte pas. Après, c'est un problème de choix de société, de choix de gouvernance, de choix politique. On se bunkérise, on ne se bunkérise pas. Si on se bunkérise, ça a un coût. Si on ne se bunkérise pas, on peut faire comme les Israéliens, faire des murs. Hein. Je veux dire, c'est une stratégie comme une autre. Hein. Et quand vous regardez l'histoire de l'Europe a déjà vécu ce genre de questionnement. Mais une chose est certaine, c'est que aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la problématique du partage, non pas simplement du revenu, mais non pas simplement de la connaissance, mais du pouvoir. Et le problème qui se pose en Europe aujourd'hui de l'accessibilité de ces populations autour de table dans les élections municipales, les élections régionales, les élections nationales, voire les tours de table au sein de nos entreprises avec des fonds qui arrivent soit par le biais de rentiers, soit des fonds délégués qui sont abondés
et qui peuvent venir soit d'Algérie ou soit du Maroc, se pose et se posera de plus en plus dans les 20 ans qui viennent, puisque vous êtes à horizon 2028. Imaginez pas 2028, 2030 sans être dans une société métissée avec partage de pouvoir, avec ces problématiques-là. Dans ces problématiques-là, il y a ceux qui ont envie, je dirais, de rentrer dans la transformation de nos modèles de société, et il y a ceux qui sont dans la désespérance. Et ce que je n'arrête pas de dire depuis 20 ans et qui n'est pas suivi d'effet, parce que tout le monde fait dans la délocalisation facile et dans le jackpot rapide au travers de franchises, de gestion de franchise ou de gestion déléguée qu'on peut faire dans ces pays-là. Si on ne travaille pas sur le développement de ces pays-là, il ne faut pas se faire d'illusions, les pollutions que ces pays ont déjà chez eux, nous les importerons et nous les aurons avec des caisses de résonance beaucoup plus fortes chez nous, parce que ça se situera sur un champ civilisationnel et pas simplement sur un champ de gouvernance uniquement interne. Et ça, il faut s'y préparer, hein. C'est un vrai problème. On a l'espace pour une dernière question. Oui, monsieur. Donc si vous voulez, pour du MERA, on va en avoir quelques-uns. Ne faites pas d'illusions, ce n'est que le début. Hein, ce n'est pas Al-Qaïda comme on a pu le vivre, mais on aura des effets collatéraux de ce type-là de plus en plus à assumer. Mais on est prêt à les assumer, enfin sur le plan sécuritaire. Après, sur le plan collectif, c'est autre chose. Merci, Xavier. Olivier Mailleux. On a parlé de l'histoire de notre monde. Qu'en est-il d'une pandémie possible c'est un vieux truc, ça. Elle a commencé, hein, je vous rassure, il y a 48 heures, hein, en Chine, avec le H5N7, ou H7N5, un truc comme ça, enfin bon, qui a fait déjà 3 morts en Chine. Et on attend le vol de canard, qui va faire un virage sur l'aile à la frontière française pour déclencher le plan pandémie. Non, je veux dire, vous avez raison, les pandémies sont un vrai problème. Ça a toujours été un vrai problème, mais on a aujourd'hui, on a mis en place des niveaux d'alerte au niveau mondial qui sont quand même assez sérieux. Alors on n'est pas à l'abri d'effets de surprise, parce que si les canards ne passent pas par le chemin qu'on leur a indiqué, mais vont passer des vacances sur le bord du lac Tchad et infestent tout le monde sur le bord du lac Tchad et que tout ça arrive par avion dans nos banlieues, etc. Vous imaginez les scénarios qu'on peut avoir. Ça défie tous les systèmes d'alerte de l'OMS et compagnie. Moi, je vais vous dire, je crains plus aujourd'hui en termes de pandémie. Je crains plus les effets destructeurs de ce qui se passe autour des produits dérivés et des obligations pourries sur le plan financier et autres. Voire de ce qui se passe autour de l'arme de destruction massive que constitue le dollar et des manipulations autour du dollar aujourd'hui. Elle peut créer beaucoup plus, je dirais, d'impact immédiat sur nos sociétés si je prends simplement cette approche-là. Je crains beaucoup plus aussi des pandémies cybernétiques. On a eu quelques alertes, notamment au travers de la mise sous tension de l'Internet aujourd'hui au niveau mondial. Si pour une raison ou pour une autre, on avait imaginé ce qui s'est passé avec le nuage islandais, hein, vous voyez, les cendres de nuage islandais, imaginez que nous ayons le même genre de propagation sur les réseaux informatiques. Comme tous nos systèmes de vie sont aujourd'hui hyper connectés et sont sous tension, je veux dire, on peut avoir un effet, pas destructif, mais un effet catastrophique sur l'ensemble du fonctionnement de nos logiques de vie, qui peuvent très, très rapidement nous amener, au bout de 72 heures, 96 heures, de non-traitement de cette affaire-là, à passer sur des modes dégradés de type Katrina, par exemple, aux États-Unis. Donc, je crois qu'il faut... Oui, on est obsédé par la pandémie parce qu'on a eu cet épisode dans l'histoire de l'humanité qui a été la Grande Peste et qui a été dramatique, qui a été dramatique. Il y a 30% de la population mondiale qui a été détruite en très peu de temps, mais qui a été dramatique d'abord pour les populations méditerranéennes et occidentales, parce que comme on n'a pas traité le problème, déjà à l'époque, on avait refusé de traiter le problème parce qu'on était dans des problématiques théocratiques qui étaient telles qu'on ne laissait pas de fenêtre de tir aux médecins ou à ceux qui voulaient maîtriser le vivant. Et donc on est obsédé par cette maîtrise du vivant. C'est cette obsession de la maîtrise du vivant qui, du reste, nous a fait rentrer dans cette rationalité, dans cette recherche de modernité, qui a fait finalement que l'Occident, et derrière la Renaissance, est devenu un petit peu le leader du monde. Mais en même temps, aujourd'hui, on s'est tellement enfermé dans cette peur et en même temps dans cette quête de modernité qu'on n'est plus capable de pouvoir, je ne vais pas dire relativiser les choses,
mais reparamétrer les priorités et redresser un petit peu notre positionnement et notre posture par rapport à l'histoire qui est devant nous. Voilà. Donc je pense que là-dessus, je suis plus inquiet par la grippe annuelle aujourd'hui que par le H7N5. Vous voyez, bon. Maintenant, il faut surveiller les canards, hein, parce que dès que vous avez un virage de canards qui passe la frontière, notre système administratif se met en branle et on peut être dans des extravagances qu'on a pu connaître tous au travers du H5N1 et qui ont été extrêmement coûteuses. Je vous rappelle quand même que la ministre de l'époque, Mme Bachelot, était prête à mobiliser les chars pour obliger les entreprises à faire vacciner leurs salariés, parce qu'il y a personne qui avait envie de se faire vacciner. Donc voilà, donc, je pèse mes mots, hein. J'ai assisté à la réunion. Donc, voilà. Xavier Guilloux. Techniquement, je dois vous confesser qu'on a une demi-heure dans la vue. Oui. Pratiquement, on vient de prendre de l'avance. Merci beaucoup, Xavier Guilloux. Oui. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos conseils. Et pour conclure ce chapitre-là, venant de Cornouailles et venant du bout de la terre, chez nous, on dit bon vent. Voilà. Et le vent n'est favorable qu'à celui qui sait où il va. Ça, c'était de Sénèque. Dans notre pays de marins, le vent et la mer sont des éléments dimensionnants que nous ne négligeons jamais. Si je vous dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, dans nos transgressions, je dirais, comportementales et philosophiques, on s'est aperçu que, à l'école navale, par exemple, où on recrute beaucoup de grands mathématiciens, il faut peut-être d'abord recruter des bons marins, à un moment donné, ils étaient tous derrière leurs écrans plats et ils ne voyaient la mer, l'espace maritime, les 3 dimensions qu'au travers de l'écran plat. On a même vu de temps à autre des capitaines de bateaux qui commençaient à tourner le dos à la mer parce que c'était tellement mieux sur l'écran plat. N'oubliez jamais que c'est la mer et le vent qui sont dimensionnants. Et que quand on l'oublie, généralement, il y a toujours dans mon pays, avec les Glénans, un petit tas de cailloux qui vous rappellent la réalité. Voilà.